Je cite, « À moins que vous ne soyez prêt à faire l'effort d'apprendre la comptabilité, soit comment lire et interpréter les états financiers, vous ne devriez vraiment pas sélectionner les actions par vous-même. » Warren Buffett. Ces mots sont forts, mais comprenons-les, la majorité des gens achètent et vendent des actions par panique, ce qui rend le marché à court terme imprévisible de manière générale, et encore plus aujourd'hui. Mais nous sommes de ceux qui investissent à long terme, sur la valeur intrinsèque d'une entreprise, et nous n'avons jamais eu à fonder nos décisions sur la hausse ou la baisse instantanée d'une action. Nous avons juste une série de règles à suivre permettant d'analyser la santé financière d'une entreprise dans la durée, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est en appliquant ces règles que Buffett a investi 11 millions de dollars dans le Washington Post il y a 35 ans qui valent aujourd'hui 1,4 milliard de dollars. Et nous allons décrypter, sans rien omettre, comment Warren Buffett analyse les états financiers en se basant sur le seul livre qui en fait réellement l'état, soit Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements. Donc bienvenue, c'est Rémi, je vous remercie de regarder cette vidéo. Et maintenant, mets-toi en condition car les prochaines minutes vont être intenses, mais tu auras à la fin de cette vidéo des armes de privilégié en main pour faire des choix justes et raisonnés pour ton patrimoine. Et maintenant, parlons long terme, en commençant par le plan de cette vidéo avec le timing associé si tu souhaites revenir sur un point spécifique. Nous commencerons par un rapide rappel des états financiers qui nous intéressent, puis nous verrons en détail le compte de résultat, le bilan comptable et les flux de trésorerie, puis nous finirons par les caractéristiques synthétisées de l'action idéale suivant ce livre. Je tiens juste à vous préciser que je vais vous épargner un cours de comptabilité dans les règles. Mon but est juste de vous transmettre les connaissances nécessaires pour lire les états financiers avec les yeux de ceux qui investissent et réussissent à long terme. Mais avant d'attaquer, le petit disclaimer. Je suis ingénieur généraliste de formation et pas encore un analyste financier accrédité par l'AMF. Les informations fournies le sont qu'à titre d'information générale uniquement et ne constituent pas un conseil personnalisé en matière d'investissement ou de finance. Pour introduire le principe d'analyse de la santé financière d'une entreprise, je vais rappeler des bases. Qu'est-ce que les états financiers et quels sont ceux nécessaires à cette étude ? Les états financiers sont une représentation financière structurée des événements affectant une entreprise et des transactions réalisées par celle-ci. La composante la plus connue de cet état financier est le bilan comptable qui synthétise les actifs, les passifs et les capitaux propres des actionnaires d'une entreprise sur une période de temps donnée. Ensuite, nous avons le compte de résultat, qui nous est essentiel en tant qu'investisseur car il résume les performances financières d'une entreprise lors d'une période de temps donnée en proposant sur un même document les revenus nets, ceux des ventes, ainsi qu'un bilan des dépenses de l'entreprise. Enfin, dans les documents dits annexes, nous avons le flux de trésorerie. Il fait l'état de l'art des mouvements d'entrée et de sortie de l'argent liquide lors d'une période de temps donnée. Il est souvent négligé des investisseurs moyens, mais a une importance capitale pour les maîtres de ce milieu, et nous tirons profit de tout son potentiel. Je vais donc vous conter l'histoire financière de l'entreprise fictive Expresso SAS. Bon, parce que j'adore le café, mais surtout parce que je vous conseille d'en avoir en main pour suivre le reste de cette vidéo. Je tiens juste à rappeler que les critères que je vais énoncer sont ceux de Buffett, qui recherche des entreprises avec un avantage concurrentiel durable grâce à leur positionnement stratégique et à leur bonne gestion, dans le but de les conserver à vie. Et c'est pourquoi très peu d'importance sera accordée au prix d'achat de l'action. Commençons donc par le compte de résultat, qui regorge de merveilles, notamment pour déterminer si une entreprise possède cet avantage concurrentiel que nous recherchons. Le premier point à regarder selon Buffett est la croissance des revenus nets lors des 4 à 10 dernières années. Ces derniers doivent connaître une croissance constante, idéalement supérieure à 15% par an. D'aucuns me diront que trouver une entreprise avec une telle croissance des résultats nets est difficile. C'est vrai. Mais comment espérez-vous sérieusement que l'on atteigne 15% par an ou plus sur 10 à 20 ans si les entreprises que nous sélectionnons ont des résultats nets dont la croissance annuelle n'excède pas les 10%? Associé au résultat net, il y a la marge nette, qui correspond au résultat net sur le chiffre d'affaires. Une entreprise avec une marge nette inférieure à 10%, soit 10 sur 100 qui est égal à 0,1 lors du calcul du ratio, aura tendance à avoir un faible avantage concurrentiel. Mais cela n'est pas toujours très révélateur dans nos pays où le taux d'imposition est élevé. Penchons-nous donc sur l'analyse de la marge brute, qui est un indicateur plus juste. La marge brute se calcule en divisant les revenus bruts sur le chiffre d'affaires. Le revenu ou bénéfice brut est le montant d'argent qu'il reste à une entreprise après avoir soustrait du chiffre d'affaires tous les coûts directs liés à la production ou à l'achat des produits ou des services qu'elle vend. Donc les entreprises dont l'économie à long terme est excellente ont tendance à avoir une marge brute élevée car cela témoigne d'un réel avantage concurrentiel. Maintenant, qu'est-ce qu'une marge brute élevée, Rémi, me direz-vous logiquement? Alors une marge brute supérieure à 40% est un bon signe d'un avantage concurrentiel durable. En revanche, lorsqu'elle sera inférieure à 20%, l'entreprise sera considérée dans une position stratégique difficile, car hautement compétitive, et cela sera un signe d'absence d'avantage concurrentiel. En effet, dans un marché où il y a beaucoup de compétition sans proposition unique, permettant de se différencier, tout le monde baisse ses prix pour tenter d'être plus attractif, ce qui impacte les marges. La régularité de ce chiffre lors des 4 à 10 dernières années dans une optique long terme est importante, et rappelez-vous bien que plus la marge brute est haute, plus l'entreprise aura du levier pour grossir rapidement.
ce qui fait notre bonheur en tant qu'actionnaire. Cependant, cela ne suffit malheureusement pas pour déterminer un avantage concurrentiel durable, car si une entreprise doit dépenser tous ses bénéfices acquis par sa marge en marketing par exemple, pour contracter des ventes, cela la fragilisera grandement dans la durée. D'où la citation du jour qui nous vient de Jeff Bezos, PDG d'Amazon: la publicité est le prix à payer pour avoir un produit ou un service non remarquable. Il convient donc d'effectuer le ratio suivant pour s'en assurer, soit la ligne des ventes des biens et administrations sur le résultat brut. Si ce ratio est inférieur à 30%, ce qui est le cas d'Apple par exemple, c'est fantastique, car l'entreprise n'a pas besoin de beaucoup rogner sur sa marge pour attirer de nouveaux clients. Retenez en revanche qu'au-dessus de 100%, l'industrie sera dite hautement compétitive et on ne pourra pas s'assurer de la pérennité de notre placement dans la durée. Maintenant, attention tout de même en remplissant tous ces critères, certaines entreprises, dans certains secteurs, pourront encore avoir du mal à rester la tête hors de l'eau. C'est le cas par exemple de l'industrie des semi-conducteurs. Mais pourquoi Rémi, me direz-vous ? Regarde Intel, avec lors des 4 dernières années une croissance annuelle moyenne de 37,4% par an, une marge nette moyenne de 22,9%, une marge brute moyenne de 61,1% et un ratio des ventes des biens et administrations sur le résultat brut de seulement 18,2%, Intel est tout de même une entreprise particulièrement attrayante, n'est-ce pas ? Malheureusement, selon Buffett, cela reste dangereux, tout simplement parce qu'elle dépend énormément des performances de son pôle recherche et développement. En effet, Intel dépense plus de 30% de sa marge brute dans ce secteur, quand Coca ne dépense pas un centime. Nous retiendrons donc que si les dépenses en recherche et développement divisées par le résultat brut sont inférieures à 5%, notre action possédera une des dernières clés d'un avantage concurrentiel béton. Si ce n'est pas le cas, vous devez absolument avoir de vraies connaissances technologiques sur le secteur pour vous assurer de la pérennité de votre prise de position. Enfin, si vous hésitez encore à départager deux magnifiques lignes, sachez que dans toute industrie, l'entreprise ayant le plus faible ratio des charges d'intérêt sur les revenus d'exploitation est généralement celle qui possède l'avantage concurrentiel. Les charges d'intérêt correspondent aux charges lorsque l'on contracte un emprunt par exemple, et le résultat d'exploitation est un indicateur qui mesure la performance de l'activité de l'entreprise. Lorsque ce ratio sera faible, cela témoignera d'un faible endettement proportionnellement à son activité et d'une réelle confiance des créanciers pour cette entreprise dans la durée. À titre d'information, on retiendra que si la valeur de ce ratio est inférieure à 15%, c'est un signe d'un possible avantage concurrentiel très solide, surtout dans les secteurs nécessitant beaucoup de leviers comme les fonds d'investissement immobilier. Quittons maintenant le compte de résultats d'Expresso SAS et dirigeons-nous vers son bilan comptable. Quelles sont donc les lignes remarquables d'un bilan aux yeux de la caste d'investisseurs long terme dont nous faisons partie ? Jetons tout d'abord un coup d'œil à la trésorerie, correspondant aux espèces et équivalents de l'entreprise, bref sa liquidité. Une trésorerie importante signifiera un avantage concurrentiel, quand une trésorerie faible signifiera une économie médiocre. Attention tout de même à la liquidité créée par les ventes d'actifs de l'entreprise, ce qui est également un warning que Graham fait dans son livre The Intelligent Investor. Il conviendra donc de garder un coup d'œil en même temps sur la variation des capitaux propres. Plongeons maintenant dans les entrepôts, aux odeurs divines de notre entreprise de café, et apprenons comment interpréter ces stocks. Les fabricants disposant d'un avantage concurrentiel durable ont l'avantage que les produits qu'ils vendent ne changent pas et ne deviendront donc jamais obsolètes. Et Warren Buffett adore ça. Nespresso et Coca en sont d'ailleurs deux beaux exemples. Du coup, lorsque vous identifiez les fabricants disposant d'un avantage concurrentiel durable, recherchez les stocks et les bénéfices nets qui augmentent. Car cela indique que l'entreprise a trouvé un moyen rentable d'augmenter ses ventes, ce qui a nécessité une augmentation des stocks. Et encore une fois, Coca en est un très bon exemple. Et attention tout de même au cas où les stocks augmentent et diminuent de façon importante, car c'est le signe d'une industrie concurrentielle sujette à des hauts et des bas, ce qui n'est jamais bon dans nos perspectives long terme. Maintenant, en ressortant de notre entrepôt de café Arabica, nous voyons ses terrains, ses usines, bref, ses immobilisations corporelles. Mais que doit-on en déduire ? Tout d'abord, une entreprise disposant d'un avantage concurrentiel durable n'a pas besoin de moderniser constamment ses équipements pour rester compétitive. En revanche, une entreprise sans aucun avantage doit remplacer ses équipements pour suivre le rythme du leader du marché. Et une des différences classiques entre une entreprise avec une grosse marge de sécurité et une entreprise sans, c'est que l'entreprise avec un avantage concurrentiel finance les nouveaux équipements par ses propres flux de trésorerie, alors que l'entreprise sans cet avantage a besoin d'endettement pour financer sa mise à jour. Cependant, ces deux points précédents sont des commentaires pas forcément justes pour les entreprises agissant dans un secteur immatériel comme le digital. Voyons donc ce que nous pouvons déduire des actifs incorporels type marque, logiciel et bien d'autres de nos jours. Sachez que les actifs incorporels acquis figurent au bilan à leur juste valeur. Malheureusement pour nous, les marques développées en interne, comme iPhone pour Apple, ne figurent toutefois pas au bilan car leur prix n'est pas évaluable. On ne peut donc pas vraiment s'y fier pour déterminer un avantage concurrentiel, ce qui c'est vrai est bien dommage.
Finissons par les actifs totaux. Buffett estime beaucoup les entreprises qui ont une barrière d'entrée élevée au niveau des actifs. Il est par exemple impossible de lever 45 milliards pour affronter Coca, ce qui lui donne un sérieux avantage concurrentiel encore une fois. Cette barrière aux actifs est d'ailleurs détaillée dans le passage sur l'investisseur défensif dans mon résumé de l'œuvre de Graham. Partons maintenant à la recherche d'un filtre un peu plus concret dans ce bilan, notamment au sujet de nos bêtes noires, les passifs. Selon Buffett, les avantages concurrentiels durables ne comportent que peu ou pas de dette à long terme, car l'entreprise est si rentable que même les expansions et acquisitions sont autofinancées. Les achats historiques de Buffett nous indiquent que, pour une année donnée, l'entreprise devrait avoir des bénéfices nets annuels suffisants pour payer tous les frais à long terme dans un délai de 4 ans. Il est donc important de retenir que peu ou pas de dette à long terme signifie un bon pari à long terme, et que nos placements doivent respecter la règle suivante, soit dette à long terme inférieure à 4 fois les bénéfices nets. Ensuite, le ratio des dettes, soit des passifs totaux sur les fonds propres, permet de déterminer si l'entreprise utilise des dettes ou des capitaux propres pour financer ses activités. Les entreprises, dotées d'un avantage concurrentiel toujours plus grand, utilisent donc leur capacité de générer des revenus pour leur financement et doivent présenter des niveaux de capitaux propres plus élevés que les passifs. Bon, pour vous donner une référence chiffrée, si le ratio des passifs totaux sur les capitaux propres est inférieur à 0,8, l'entreprise dispose d'un avantage concurrentiel durable de ce point de vue-là. Je vais maintenant vous livrer un des secrets de tous les placements à succès de Buffett, qui est également une des règles de mon cadre de sélection personnelle. Je parle bien entendu des bénéfices non distribués, soit un des plus grands indicateurs d'avantage concurrentiel durable et surtout l'indicateur d'une entreprise vouée à croître à long terme. Rappelons-nous, le bénéfice net peut être versé sous forme de dividendes, utilisé pour acheter des actions ou conservé pour la croissance. Si l'entreprise perd plus que ce qu'elle a accumulé, les bénéfices non distribués sont négatifs. Si l'entreprise n'augmente pas ses bénéfices non distribués, elle n'augmente pas sa valeur nette. Le taux de croissance des bénéfices non distribués est ainsi un bon indicateur pour savoir si elle bénéficie d'un avantage concurrentiel. On recherche donc de la constance, idéalement de la croissance, car plus les bénéfices conservés sont importants, et plus les taux de croissance de l'entreprise et de ses bénéfices futurs seront élevés. Il convient cependant d'analyser simultanément ce ratio avec le rendement des fonds propres si le taux de croissance des bénéfices non distribués est décroissant. Pour rappel, le rendement des fonds propres correspond au résultat net sur les capitaux propres. En effet, un plan de rachat d'actions important peut faire baisser les bénéfices non distribués sans pour autant que cela traduise une défaillance économique. Et nous pouvons vérifier cela grâce à ce ratio. Ne liquidons donc pas nos plus belles lignes juste parce que les bénéfices non distribués étaient décroissants en 2019. Vérifions d'abord si le rendement des fonds propres, aussi appelé ROE comme Return on Equity, n'était justement pas plus important cette année-là. Enfin, la dernière information à retenir de ce bilan concerne l'autodétention d'actions, ce que nous avons déjà implicitement abordé. À ce sujet, retenons juste que la présence d'actions en propre et un historique d'achat sont un bon indicateur que l'entreprise dispose encore une fois d'un avantage concurrentiel. Finissons avec les plus courageux, par l'analyse des informations clés que notre interprétation des flux de trésorerie va nous permettre de découvrir. Le premier ratio répond à la question suivante. Une entreprise qui fait de l'argent et qui croît, c'est bien. Mais si sa gestion interne de cette liquidité est lamentable, comment s'assure-t-on, Rémi, de la pérennité de notre placement à long terme? Je vais vous décevoir, car il n'existe aucun moyen de s'en assurer. C'est pourquoi il est impératif de savoir si la gestion interne de notre cible est qualitative ou non, et voici le ratio clé pour percer ce mystère. Divisons les CAPEX par les bénéfices nets. Les CAPEX pour Capital Expenditure correspondent au total des dépenses d'investissement corporelles et incorporelles consacrées à l'achat d'équipements professionnels par exemple. Il est généralement traduit en français par l'expression dépenses d'investissement de capital. Bref, à notre habitude, nous aimons faire simple. Pour ce ratio, retenons que s'il est inférieur à 25%, l'entreprise gérera admirablement bien ses dépenses. En revanche, s'il est au-dessus de 50%, la qualité de sa gestion interne pourra clairement être remise en cause. Pour info, je réalise personnellement ce ratio en utilisant la moyenne des 4 années précédentes, car des dépenses ponctuelles, en cas de crise telle que celle que nous traversons aujourd'hui, peuvent à l'occasion justifier un sursaut de ce ratio. Mais une moyenne sur 4 ans ne trompe pas sur la tendance d'une entreprise à gérer plus ou moins bien son argent. Et le dernier point, adulé par Buffett, Bill Ackman et bien d'autres, et qui n'est d'ailleurs pas assez développé dans ce livre selon moi, mais bien plus dans les lettres de Buffett à ses actionnaires par exemple, c'est bien entendu le flux de trésorerie disponible, aussi appelé free cash flow en anglais. Le flux de trésorerie disponible est adulé et soigneusement étudié par les cours de l'investissement, car il donne une vision plus claire de la capacité d'une entreprise à générer un flux de trésorerie positif, comme son nom l'indique. Un flux de trésorerie disponible positif signifie que votre entreprise génère un excédent de cash, ce qui est positif pour le règlement des dettes, pour les dividendes ou pour le réinvestissement tout simplement. Un flux de trésorerie négatif signifie en revanche que votre entreprise brûle littéralement de l'argent, ce qui n'est pas une option pour vous et moi. Donc pour information, il se calcule de différentes manières et en voici une. Le free cash flow est égal à la trésorerie nette obtenue par l'activité d'exploitation, moins le capex en valeur absolue. Et bien qu'il ne soit pas toujours présent dans le bilan comptable car non obligatoire sur un plan comptable, il est présent sur le site que je vous propose dans mon email mensuel lorsque je vous soumets une action. Observez donc ce chiffre. Idéalement, il doit bien évidemment être positif et croissant.
De plus, et c'est un commentaire complémentaire au livre, une marge de sécurité sera dite extrêmement solide du point de vue des flux de trésorerie si le price to cash flow, qui correspond à la capitalisation boursière sur le free cash flow, est inférieur à 8, et bien entendu supérieur à 0. Au-dessus de 20, en revanche, nous ne pourrons pas attester d'une marge de sécurité au niveau des flux de trésorerie de l'entreprise. Mais cela reste un ratio à prendre avec des pincettes, car basé sur la capitalisation boursière, comme le PER, et qui dépend donc pas mal de l'industrie. Bon, maintenant, pour ceux qui regardent encore cette vidéo, et que je remercie, vraiment, vous allez me dire, bon Rémi, t'es bien sympa, tu nous files des infos que je n'aurais même pas eu dans la formation de Jackie Lamborghini qui t'explique comment investir en bourse sans savoir interpréter son propre bilan comptable, mais niveau pédagogique, t'as encore une belle marge, non pas de sécurité, mais de progression. C'est vrai, je l'avoue. Bon, reprenons donc les critères cruciaux énoncés précédemment pour déterminer l'action idéale selon ce livre. Pour ce faire, j'ai réalisé un graphique qui évoluera grâce à vos feedbacks, qui représente, je pense, plutôt bien les recommandations que vous m'avez fait par email. Notre action idéale, défiant toute concurrence, aura donc en moyenne lors des 4 à 7 dernières années, une croissance de ses résultats nets supérieure à 15%, une marge nette supérieure à 10%, une marge brute supérieure à 40%, un ratio des dettes à long terme sur le résultat net inférieur à 4%, un ratio des ventes des biens et administrations sur le résultat brut inférieur à 30%, un ratio des dépenses en recherche et développement divisé par le résultat brut inférieur à 5%, un ratio des charges d'intérêt sur les revenus opérationnels inférieur à 15%, une gestion exceptionnelle avec un CAPEX sur les résultats nets inférieur à 25%, un ratio des passifs totaux sur les capitaux propres inférieur à 0,8%, et bien évidemment un prix intéressant, soit inférieur à la valeur intrinsèque de l'action, ce que nous aborderons prochainement. Et une fois notre pépite sélectionnée, nous jetterons un dernier coup d'œil aux bénéfices non distribués et aux flux de variation nette pour s'assurer que l'entreprise que nous venons d'étudier mérite toute sa place dans notre portefeuille ou celui de notre holding. Avant de conclure, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, la chaîne YouTube The Swedish Investor, qui m'a inspiré lors de la création de la chaîne Parlons long terme, propose également un très bon résumé de ce livre. Bon, il est un tout petit peu incomplet, mais il le fait en analysant Apple, ce qui permet de bien assimiler la démarche. Maintenant, comment conclure cette vidéo ? Bon, rechercher des entreprises qui répondent à tous ces critères est une de mes activités favorites, comme vous en doutez. Cette forme d'investissement me passionne parce qu'elle est profitable sur le long terme en premier lieu et parce qu'elle donne du sens au capitalisme en rappelant que les actions ne sont pas que des courbes, mais de réelles personnes morales dont il convient d'étudier la santé pour y apporter nos capitaux, ce dont elles ont aujourd'hui besoin. Mais c'est vrai, cette activité est difficile et prend du temps. Cependant, assimiler avec justesse ces critères vous permettra de mieux comprendre, par exemple, les faiblesses des entreprises qui composent votre portefeuille actuel, en vue de le diversifier avec des entreprises qui compensent ces faiblesses par exemple. De plus, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires de Renault, vous pouvez toujours demander « Chers membres du conseil d'administration, chers actionnaires associés, doit-on s'inquiéter de la décroissance du flux de trésorerie disponible de l'entreprise au cours des 3 dernières années ?» Bref, le genre de blagounette qui ne fait rire que vous lorsque vous avez passé un petit peu trop de temps à analyser des boîtes. Plus sérieusement, je vais finir par un petit point attention à danger dû à la période que nous traversons en 2020. Ne nous précipitons pas avant d'acheter. Nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau décrochage boursier, suite à une deuxième vague d'infection ou simplement suite à l'annonce des résultats trimestriels prochains de juin et de décembre. Je focalise personnellement mes recherches sur des industries résilientes comme la santé, l'agroalimentaire, les fonds d'investissement immobiliers, le logiciel, et je tente tant bien que mal d'élargir mon cercle de compétences à l'industrie du gaming. Dans cette idée de diversification, pensons également à bien diversifier la localisation de nos actifs, notamment en Asie, car la masse monétaire, sous couvert de plan de relance, continue à augmenter en Europe, alors que les masses monétaires asiatiques restent fixes de leur côté. L'euro court donc le risque d'une sérieuse dévaluation de sa valeur, quand le yen a dans cette perspective de beaux jours devant lui. Donc si vous rentrez en position prochainement, comprenez donc ce risque. Il n'est plus que jamais important de comprendre si une entreprise a les épaules financières pour surmonter cette crise, et les critères énoncés précédemment vous permettront de l'évaluer. Maintenant, encore une fois, ces recherches sont très chronophages et si vous ne souhaitez pas faire cet effort, rappelez-vous que les indices boursiers sont un placement diversifié et résilient. Lorsque l'on jette un coup d'œil à leur performance lors des 50 dernières années, les taux de croissance des plus intéressants furent tout de même de 8 à 12% par an. Je pense notamment au SP500 Aristocratic Dividend en Total Return. Et cela peut donc très bien satisfaire ceux qui n'auraient pas l'ambition d'aller chercher un rendement annuel supérieur à 15% par an. Bon, et une autre option est de rejoindre une communauté en construction qui échange et s'entraide à ce sujet. Et pour cela, il suffit de t'inscrire à l'email mensuel en description. Et tu recevras dès ton inscription la liste des critères à prioriser selon moi, dont un par exemple associé à la structure actionnariale des entreprises, ce que je n'ai pas eu le temps de développer dans cette vidéo. Puis une fois par mois, et pas plus je te le promets, le nom d'une action à approfondir avec quelques graphiques qui évoluent grâce à vous et quelques mots doux à son sujet. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo et je vais juste prendre quelques secondes pour les membres. Je voulais vous remercier pour les échanges humains et boursiers que j'ai eu avec certains d'entre vous. J'ai beaucoup de gratitude pour l'attention que vous portez à ce que je vous transmets. Des webinaires suite à vos demandes ainsi qu'une plateforme d'échange arriveront très vite. Je vous tiens au courant par email. D'ici là, ne sombrez pas dans le trading et continuons en parlant long terme.